Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Vous avez pu constater, si vous suivez la chaîne depuis un petit moment, que je n'ai pas sorti de vidéo pendant un bon mois et demi. J'ai eu pas mal de boulot dans mon taf IRL, du coup j'étais un petit peu concentré sur ça. Donc je m'excuse pour l'inactivité. Je vais essayer de garder une cadence, même si je suis toujours en période de rush en ce moment. Ça devrait le faire, je vais développer une technique, un truc comme ça. Bref. Mais c'est pas parce que je bossais beaucoup que j'allais pas au cinéma, donc il y a quelques films que j'ai vus qui auraient mérité leur vidéo individuelle, mais là c'est un petit peu trop tard pour faire ces vidéos là, c'est pour ça que je fais celle-ci où on va revenir sur les sorties que j'ai manquées durant le dernier mois. Donc dans la vidéo on va traiter du film Here, le dernier film de Robert Zemeckis, Anora de Sean Baker, et Gladiator 2 de Ridley Scott. Je vous mets juste ici les timecodes parce que je suis un mec relativement sympa. Donc si vous voulez avoir mon avis sur seulement un de ces films là, vous pouvez directement aller au timecode que vous désirez. Du coup on commence tout de suite avec Here, dernier film de Robert Zemeckis. Personnage qu'on n'a pas vraiment besoin de présenter, cet homme a quelques classiques à son actif quand même, et pour ce projet j'étais très intrigué car je trouvais le concept ultra original, un film avec un seul plan qui ne bouge pas, qui nous fait voyager à travers l'histoire mais uniquement à travers ce seul plan. C'est un parti pris quand même risqué, mais qui m'intriguait, et c'est un film que j'ai relativement apprécié. Je sais qu'il a quand même divisé, de ce que j'ai vu c'était vraiment 50-50, mais sans avoir été transcendé, je fais partie de ceux qui ont bien aimé le projet. C'est un film qui traite de la nostalgie, du temps qui passe, de la trace que l'on laisse dans les endroits où on a vécu. Étant quelqu'un de quand même nostalgique dans la vie, c'était donc des thématiques qui me parlaient quand même assez bien. Bon, certes avec des thématiques du style, on a un petit peu un côté tire-larme vers la fin qui faisait très forcé pour certaines personnes, mais moi ça m'a pas trop dérangé. J'aime ressentir des trucs quand je regarde des films. Là j'ai pas chialé, mais j'étais pas loin, c'était humide au niveau des yeux, si vous voyez ce que je veux dire. En plus de ça, on a le concept que j'ai trouvé super, cet unique plan qui ne bouge pas, je le trouve ultra original, ça permet de donner une autre dimension au film, très théâtrale en fait. On a vraiment cette impression de regarder une pièce par moment et je pense que c'est totalement adaptable avec des décors changeants et tout, comme les metteurs en scène de théâtre savent nous faire très bien. Pour jouer avec la temporalité du film, on a ces petits cadres qui apparaissent dans différents endroits de l'écran où le décor va changer à l'intérieur de ces petits cadres et c'est grâce à eux qu'on va pouvoir réussir à avancer dans la temporalité et voyager en sorte dans le temps en fait. Au début ça m'a pris un petit peu de temps à m'adapter à ces petits cadres là, car il y a vraiment des moments où il y en a beaucoup à l'écran, un bon 4-5 des fois, mais ils représentent tous quelque chose de différent, du coup on sait pas trop où on s'en va, mais après 15 minutes... j'ai compris comment ça allait marcher et ça coulait tout seul quoi. Je pense que ce qui a vraiment dérangé beaucoup les gens, c'est l'utilisation d'intelligence artificielle pour le film. On a des acteurs qui sont rajeunis comme Tom Hanks et Robin Wright et habituellement je suis du côté de la masse de ce point de vue là, je suis pas trop fan de l'utilisation d'intelligence artificielle en général, mais pour ce film je dois donner le bénéfice du doute à Monsieur Zemeckis parce que si vous êtes familier avec la filmo de Robert, vous avez pu constater que c'est un mec qui tente des trucs. À chaque fois qu'il y a une nouvelle technologie qui arrive, qui a une chance de révolutionner le cinéma, vous pouvez être quasiment sûr qu'on va le retrouver dans un film de Robert Zemeckis. À l'époque, quand on s'était rendu compte qu'on pouvait incruster des cartoons dans les films, Zemeckis avait sorti Roger Rabbit, qui est un immense classique aujourd'hui. Au moment où c'était l'explosion de la CGI, on a eu Polar Express, Beowulf, qui sont des films totalement faits en 3D, des films qui ont pris un sacré coup de vieux, certes d'un point de vue visuel, mais qui à l'époque étaient quand même très révolutionnaire. Vers les années 2010, on a eu l'émergence de la 3D. Zemeckis lui nous a proposé A Christmas Carol avec Jim Carrey, le truc de Noël. J'adore vraiment ce film, je le trouve trop bien, j'adore l'ambiance et tout. Ça a très bien marché aussi. Et donc là, on est dans la période de l'IA. Il était donc obligé que Robert Zemeckis mette ses mains là-dedans. Et c'est pour ça qu'on a ce film aujourd'hui. Et je dois dire que c'est vraiment bluffant, on a vraiment l'impression de voir des acteurs de l'époque, mais pas comme dans Star Wars Rogue One où on a eu l'impression de voir une cinématique du jeu Battlefront. Là on a vraiment l'impression que c'est Tom Hanks quoi, dans Big ou dans Forrest Gump, c'est super bien fait. Quelque chose que j'aurais apprécié par contre, c'est que ce soit un petit peu moins lisse, car on a plein de temporalités différentes, plusieurs histoires différentes qui s'entremêlent les unes des autres, mais il y a un côté très cucul à praline, c'est toujours un couple qui emménage, qui vivent leur petite vie tranquillou, sans grand drame vraiment. Ça aurait été sympa, je sais pas, d'avoir par exemple, je sais pas, la maison qui brûle, donc on a le point de vue intérieur de l'incendie, un cambriolage, je sais pas moi, mais il y aurait pu avoir d'autres choses qui font que ça aurait été un petit peu moins lisse et moins super bonne ambiance tout le temps. Je pense que ça aurait
aider un petit peu aussi à l'appréciation du film, parce que la critique qui revient souvent, c'est que c'était chiant. Donc, parce que c'est vrai, le film est quand même long, un bon 2 heures. Et vu qu'on change pas de plan non plus, le fait qu'il serait été intéressant qu'il se passe des péripéties un petit peu dramaturgiques par-ci par-là pour nous aider avec le rythme du film. Mais si vous avez aimé les autres projets de Zemeckis et que vous êtes ouvert à ce qu'il tente des trucs, eh bien je vous conseille d'aller le voir vous-même et de vous faire votre propre avis. On continue donc avec Anora, le dernier projet de Sean Baker qui avait sorti en 2021 Red Rocket, que j'avais quand même bien apprécié. Là avec Anora on reste un peu dans le même délire érotique, travailleur du sexe, et j'étais très chaud pour ce film à vrai dire. Je m'étais fait une idée un petit peu préconçue du truc, je vais pas vous le cacher, et je me suis fait avoir. C'est-à-dire que moi je pensais que ça allait être hard un peu, tu vois, suspense, thriller, qui allait avoir de l'enjeu, bref. On suit quand même une escorte, donc en termes de mode de vie, c'est quand même assez intéressant. Enfin, je sais pas si on dit escorte ou stripteaseuse ou un autre terme que j'ignore. J'y connais rien à ce milieu-là. Je suis jamais rentré dans un établissement comme ça, donc j'y connais rien. Mais bref, on suit Mademoiselle qui va avoir un client bon payeur, comme on peut dire. Qui veut l'avoir juste pour lui, pas de problème, le mec paye le prix, mais après le gars la demande en mariage. Sauf que le gars, c'est un fils d'aristocrate russe et sa famille, elle est vraiment pas chaude pour qu'il se marie avec une pute. C'est pas moi qui dis pute, c'est vraiment le terme qu'ils utilisent dans le film. Et du coup, c'est supposé partir en couille, sauf que ça part pas en couille. Enfin, le film essaye de te faire comprendre que ça part en couille, mais c'est pas vrai, il n'y a pas vraiment d'enjeu en fait. Parce que le personnage d'Ivan, notre fils de riche russe, il est totalement détestable. Il est même pas détestable en vrai, il est juste chiant, t'as envie de lui coller une pêche à chaque fois que tu le vois. C'est un enfant en fait, il est totalement immature. Du coup, t'es pas trop attaché à lui, ni intrigué par sa personne. Au moins, si t'es pas attaché à lui, faudrait que tu sois intrigué par lui. Mais là, il y a pas vraiment d'intrigue autour de lui, ni rien. Quand ses parents découvrent qu'il s'est marié avec une chouin, il se casse, il est plus dans le film. On a juste Anora qui est là et qui essaye de dealer avec tout ça. Sauf qu'en fait, tout le monde est super sympa avec elle. On lui donne 10 000 balles, tu signes le papier et tu te casses. Bref, continue ta vie. Et c'est le plus gros problème du film selon moi, c'est que t'es pas investi dans l'histoire. J'étais spectateur du truc, mais j'étais pas investi dans cette histoire parce que Anora et Ivan, en vrai, ils ont rien ensemble. Le mec la paye, voilà. Et quand la famille de Russes arrive, pas d'enjeu non plus parce que ils sont pas méchants, c'est juste mal vu pour leur fils de se taper une fille comme elle. Donc signe le papier, meuf, et ciao quoi. Je pense qu'il y aurait eu plus d'impact et j'aurais préféré le film si la relation entre Ivan et Anora était plus amoureuse. On aurait eu un petit peu plus d'attachement à ces deux personnages-là en fait. Et il y a aussi le fait que la famille de ce gars-là, c'est une grosse famille russe qui pèse. Donc alors, je veux pas rentrer dans des clichés ni rien, mais justement, dans votre scénario, vous avez une famille russe. Dans l'imaginaire collectif, au cinéma, voilà. Les familles russes qui pèsent, elles sont dangereuses, tu vois, il y a du pistolet, du trafic d'armes et de la drogue dans le tas. Ils auraient pu nous saupoudrer tout ça avec un délire de trafic, de kidnapping, même un des proxénètes qui gère Anora, ce soit un gars de cette famille-là, ça aurait pu ajouter beaucoup de suspense, de la dramaturgie, de la profondeur, mais là, malheureusement, c'est vraiment tout le contraire de ce qu'on a en fait. Parce que dans la deuxième heure, ça va plus se diriger vers quelque chose de plus humoristique, plus absurde, de léger en fait. Ça marche un peu par moments, c'est marrant, mais vite fait quoi. De mon côté, enfin de mon point de vue, je trouve que c'est à côté de la plaque. Parce que le début commençait bien, hormis le personnage d'Ivan, le début commençait bien, on avait... ils imposaient bien un univers, il y avait quand même un bon mystère de où est-ce que ce mec-là prend son argent, on sait que c'est le fils de quelqu'un... Mais voilà quoi, à partir de la deuxième heure, c'est très dommage ce qui se passe, ils se sont grave plantés selon moi. Les choix des musiques aussi, pas ouf, on est vraiment sur de la musique de club lambda qui des fois a sa place, dans les scènes de striptease par exemple, ou des trucs comme ça fait du sens, sauf que cette musique-là elle est présente tout le temps en fait. Et je trouve que ça coïncide pas du tout avec la mise en scène et ça nous sort un petit peu du truc. Après, j'ai quand même bien kiffé la presta de Mickey Madison. Elle joue excessivement bien, les émotions délivrées sont très bien à l'écran. Très bonne presta physique aussi, bien évidemment. Quand tu sors du film, le premier truc que tu te dis c'est...
Mickey Madison, c'est quelque chose quand même, hein. On la voit de tous les sens, donc voilà. Et ça fait surtout bien changement de la presta qu'elle a dans son Once Upon a Time in Hollywood, où elle se fait éclater la tronche par un chien, donc là on est vraiment dans un autre délire. Bon, même si le film ne m'a pas donné ce que je voulais, ça reste un bon film quand même. Comme dans Red Rocket, Sean Baker a fait un bon boulot pour dénoncer l'industrie du sexe comme ça, ses dérives et tout le bordel. On constate les effets mentaux que ça a, les effets mentaux, pardon, pluriel, que ça peut avoir sur les filles qui font ce style de métier. On le voit un moment sur Anora, la meuf elle est complètement brisée mentalement, elle est cassée, et c'est fait d'une manière quand même assez intelligente parce que ça ne dénigre pas la profession, c'est quand même très respectueux des filles qui font ce métier là. Je pense que ce qui m'a un petit peu induit en erreur, c'est les oui-dire du film. Tout le monde en parlait comme un truc, ouais à Cannes, nanana, ça a fait méga parler, meilleur film de l'année et tout, donc moi, je suis un petit peu dans ce sens-là habituellement, je suis le flot de la rivière, normalement j'ai les mêmes goûts que ces gens-là, mais là, non, j'ai été pris de court, j'étais en mode, non, moi je vois même pas pourquoi ça aurait pu être nominé pour une Palme d'Or, ce film-là, c'est vraiment un petit film lambda en fait, sympa quoi, c'est un film Mubi, c'est un film Mubi, voilà. Bref, Matanora, faites-vous votre propre idée du projet. Et on finit avec Gladiator 2, dernier film de Ridley Scott, la suite du classique Gladiator que personne n'avait demandé. Et je pense qu'on s'accorde tous sur ce sujet-là d'ailleurs. Gladiator se suffit à lui-même, il n'y a pas vraiment besoin de faire une suite, surtout si la suite c'est ça en fait. Car c'est vraiment juste la même chose, il n'y a rien de vraiment différent, sauf que tout est boosté au testostérone en fait. Paul Mescal, bon, il a des plus gros bras que Russell Crowe. À la place d'avoir un seul empereur, bah là il y en a deux. Il y a plus de combats aussi, ils sont un petit peu plus violents. Mais à part ça, nada, il y a vraiment rien de plus et c'est la même chose que l'original. Si vous avez vu le premier Gladiator, vous avez vu ce film, donc ils se sont pas cassés le cul pour le scénario. Je trouve ça extrêmement dommage d'avoir choisi la facilité à ce point-là, alors que il y avait vraiment mieux à faire pour une suite de Gladiator. Visuellement, effectivement, c'est bluffant, c'est sûr, c'est très beau, c'est très beau. On a le droit à des plans grandioses avec une identité visuelle qui fonctionne, des décors ultra stylisés, quand même pas mal de CGI aussi. Ça a du style. Visuellement, ça a beaucoup du style. Combats aussi sont très très stylés. Heureusement d'ailleurs, c'est selon moi le seul point où il est plus fort que le premier. Les chorégraphies sont super classe et quand même très réalistes. Tu regardes des vieux films des années de Gladiator 1, quand il y a des combats, voilà, là on est dans une époque aujourd'hui 2024 où le MMA et les sports de combat c'est devenu quand même assez connu. Personnellement je regarde énormément ce sport, donc quand je vois des combats dans des films des années 80 à 90, les mecs ils te laissent des ouvertures de partout, tu peux les prendre en clinch et les super slams par terre assez facilement, donc ça me bug tout le temps. Quand j'avais vu le remake de Roadhouse avec Jake Gyllenhaal et Conor McGregor, j'ai dû me taper l'original avant, et toutes les scènes de combat j'étais en mode frérot, le nombre d'ouvertures que tu laisses c'est indécent. Donc là dans Gladiator au moins les combats sont réalistes, les mecs se rentrent dedans, il y a de la lutte par terre, on voit que c'est pas simple et on voit que c'est sale. On a un combat avec un énorme rhino qui te fait juste dire yeah, trop stylé. Ils remplissent aussi le Colisée avec de la flotte pour faire une bataille navale. Visuellement, c'est trop cool, l'idée est géniale. J'ai juste une question pour cette scène de la bataille navale dans le Colisée. J'ai un pote à moi qui a souligné quelque chose. Mouse, si tu regardes, gros shout out. Dans cette scène de bataille navale, il y a des requins. C'est très cool, effectivement, visuellement c'est génial, voir les gens tomber du bateau et se faire bouffer par le requin, cool. Mais d'un point de vue réalisme, comment ils ont fait pour apporter les requins là? Je me demande, parce que genre les aquariums ça existait pas à l'époque, rassurez-moi, comment ils ont fait pour apporter ces requins là? Je me demande vraiment en fait, c'est la question qu'on se pose. Ensuite bon, il y a beaucoup de gens qui ont gueulé parce qu'il y a Denzel Washington dans le film et que soi-disant un Renoir à Rome c'est historiquement pas vrai quoi. Bon les gars, on s'en fout un peu, c'est Denzel, sérieux quoi, c'est Denzel Washington les mecs. Quand même, voilà. C'est le plus gros point positif du film avec les scènes de combat. Le mec se fait kiffer dans ce rôle-là, c'est une merveille. Je vous dirais d'aller le mater juste pour Denzel en fait, c'est génial, il vole le film à lui tout seul. Après on a Paul Mescal, très bon aussi, j'ai rien à dire sur sa presta, il fait super bien le taf. S'il n'y avait pas eu Gladiator 1, ça aurait été un super personnage. Presta très bonne, physique, émotionnelle, tout, il n'y a pas de problème du côté de Paul Mescal. Je trouve que même c'est très cool de le voir là-dedans vu qu'il faisait des films un petit peu plus calmos.
et indie. Là, de le voir dans un gros blockbuster, ça va lui donner un bon coup de boost, je pense. C'est pas la presta que tu vas retenir le plus comparé à Denzel Washington, même celle de Pedro Pascal. Il est génial dans le film. En fait, tous les acteurs sont géniaux. J'ai vraiment rien à redire sur les acteurs, ils sont vraiment tous géniaux, mais celui qu'on va retenir le plus, c'est Denzel. Ce qu'on retient de ce Gladiator 2, malheureusement, ce n'est pas grand chose, car il reste vraiment dans l'ombre du premier à cause qu'ils ne se sont pas vraiment fait chier pour l'écriture. Du coup, il y a un manque d'impact très conséquent, qui, à mon sens, rend le film très oubliable. Tu vas pas te mater Gladiator 2 après le 1, car c'est comme si tu te rematais le 1, en fait, ça sert à rien, tu vois, tu vas faire autre chose, tu vas allumer la console, tu vas faire autre chose en fait, voilà. Bref, voilà mon avis sur ces 3 films les gars. J'ai vu aussi Juré numéro 2 récemment, le dernier film de Clint Eastwood, mais je vais pas en parler dans cette vidéo là, je vais en parler dans la vidéo top qui devrait sortir la semaine prochaine. Je voulais pas la sortir tout de suite car j'ai pas encore vu L'amour ouf de Gilles Lelouch qui sort chez nous au Québec le 2 janvier, donc je voulais aussi lui laisser sa chance de pouvoir participer à mon top, surtout que c'est un film que j'attends énormément et je pense que je vais beaucoup kiffer. Sur ce les gars, suivez-moi sur Letterboxd, ce serait très sympa de votre part, n'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne et laisser un petit like, ça fait toujours plaisir. Dites-moi ce que vous avez pensé de ces films en commentaire et si t'as kiffé cette vidéo frérot, eh bien peut-être que tu vas kiffer une de ces deux là aussi, donc va jeter un coup d'œil, tu pourrais être surpris. Bref les gars, moi je vous dis à la prochaine, ciao.